Bien, donc là, dans l'idée, moi, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire pour ceux qui sont des étudiants nantais, je m'appelle Thomas Cauchy. Je suis enseignant-chercheur en chimie informatique et théorique de l'université d'Angers. Et j'interviens ponctuellement en M1 et je m'occupe beaucoup de la partie du M2, toujours accompagné avec Denis Jacquemin. Les cours du M2 sont en anglais, support en anglais. Là, j'ai fait les supports en anglais et le cours est en français. Alors, pour ceux qui ont besoin de me contacter, si jamais il y a besoin, vous pouvez m'écrire à thomas.cauchy@unif-angers.fr. Pour information, le laboratoire de chimie des matériaux sur Angers s'appelle Moltech Anjou. D'accord. Et je fais aussi partie de la Société Chimie de France en tant que membre. Et pour des étudiants de master, l'adhésion à l'ACF coûte pas très cher. Et ça peut être des pistes intéressantes pour la recherche de stage, par exemple, ou pour essayer d'avoir des contacts. J'ai 3 interventions, 3 fois 1h20. Et en fait, le but, c'est de vous proposer un support de cours, mais appliqué au projet. Alors cette année, le projet c'est compliqué, c'est à distance. Et le cours, là c'est pareil, normalement j'interviens, on fait ça au tableau, c'est interactif, on essaye de... Parce que vous venez de parcours différents, vous n'avez pas fait les mêmes choses, et l'intérêt c'est de pouvoir rebondir un peu sur les idées de chacun par rapport à ce que vous avez sur vos ordinateurs, par rapport à vos projets. Donc cette année c'est une année un peu particulière. Donc nous allons essayer, tant bien que mal, d'apprendre des choses par rapport au côté pratique du calcul. C'est-à-dire, tout bêtement, qu'est-ce qu'il y a dans un fichier d'entrée, pourquoi la machine elle fait ça, à quoi ça sert, et surtout, l'objectif c'est être capable de calculer des propriétés que vous voulez. Est-ce que c'est calculable? Comment ça se passe? Et sachant que là, on fait de l'absorption, on va jouer sur les substituants, et l'année prochaine, on fera de l'émission. C'est-à-dire qu'on va rajouter la partie émission dans vos projets parce que vous avez souvent des systèmes émissifs, on va parler d'OLED, on va parler de panneaux solaires, on va parler de choses un peu comme ça. Alors, on va dire que la première partie va traiter du diagramme de Jablonski. Vous avez déjà fait le diagramme de Jablonski en cours là cette année? Oui, avec Elena Isho, on a vu les diagrammes de Jablonski. Ok. Alors c'est un diagramme que vous reverrez souvent. C'est d'ailleurs un reproche que certains étudiants de l'UMOMAT ont, c'est qu'au bout d'un moment ça vous sort par... vous en pouvez plus du diagramme de Jablonski. Là ce qui se passe c'est qu'on va plutôt le traiter sur la partie théo en pratique. C'est-à-dire le top c'est à la fin du M2 que vous soyez capable de calculer tout ce qu'il y a dans un diagramme de Jablonski et tout ce qui peut en découler comme propriété. Donc, on va avoir... ah oui, bah tiens, à la pause, je vous mettrai le PowerPoint, d'accord, hein, je vous le filerai via le chat. Vous pourrez le télécharger comme ça. Donc là, le but du jeu, ça va déjà de commencer par faire des calculs. Donc, si je ne m'abuse, vous avez fait une première séance où vous avez commencé à lancer certains calculs, tous les mêmes pour l'instant, avant que vous puissiez commencer à faire vos propres systèmes, c'est ça? Oui, on a fait 2 séances de TP. 2 séances de TP. Dans la séance de TP, pour l'instant, c'était un mode up que vous suivez sur Linux. C'est ça? Comment ça s'est passé là? Comment vous avez pu... Est-ce que vous avez pu faire des choses? Bah, on suit le PDF, quoi. On suit le PDF. Bon, bah, on va essayer de faire Avec euh, plein de galères. avec plein de galères. Ça, ouais. Alors déjà, il y a souvent des galères quand on est dans la salle de TP et que vous avez accès directement aux machines. Mais alors, à distance, ça doit être bien sport. Sauf que là, cette année, va falloir que je fasse un peu le témoin. C'est-à-dire que là, moi, je vais me mettre un peu euh, euh, dans la
dans votre pot, et on va essayer de faire des choses ensemble. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qu'on peut calculer? Donc, si là, donc j'ai un terminal, d'accord? Donc là, c'est une version Windows, c'est un émulateur de terminal Linux, ça marche très très bien. Par contre, c'est pas un Linux, c'est pas une machine virtuelle, d'accord? Mais si vous avez une machine Linux, elle peut s'y connecter et ça fait émulateur X. Donc là, moi, je vais me connecter sur des IP internes du labo. Bien. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme système pour l'instant? Tiens, on va aller voir un peu. Il y a des étudiants de cette année de L3. Ils ont lancé quelques calculs pour un TP projet. Enfin, non, ils m'ont demandé de faire des calculs pour un TP projet. Et donc, hop. Là, par exemple, on va faire ça. Hop, facile. Bien. Dans l'idée, là, c'est la méthylamine. D'accord? Donc, on a une molécule très simple. Okay? C'est-à-dire qu'en fait, si on la dessine en chimie, on a un CH3 et un NH2. Ouais. D'accord? Donc, on a ça. Commençons très simple. Ok? Donc, ici, je veux calculer, par exemple, cette molécule. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette molécule? Qu'est-ce qu'on peut calculer? Ses états excités. Alors, disons que si on veut le diagramme de Jablonski, alors, hop, on va insérer une zone de texte. Donc, état excité. Est-ce qu'on peut directement calculer les états excités? C'est-à-dire que là, dans à Gaussian, on va utiliser Gaussian, hein, vous avez utilisé Gaussian. À Gaussian, je lui dis, moi je veux les états excités. Pour que ça soit propre, il faudrait quoi d'abord? Faut pas optimiser sa géométrie avant? C'est quoi optimiser la géométrie? Ouais. Alors, son groupe actuel ou je sais pas. Tiens, on me parle. Alors, l'idée justement, c'est que vous avez entendu parler de choses qui sont des fois de versions expérimentales, etc. Et donc l'idée, c'est de sortir des choses. Et au début, justement, ne sentez pas une évaluation de ma part. Je rebondis sur ce que vous dites. Des fois, il y a des bêtises, mais on n'en a rien à faire. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'il ne faut pas vous sentir vous censurer, parce que justement, on n'a jamais été trop précis. Là, l'idée, c'est de reprendre les choses pas à pas, non pas en suivant un mode up, mais en essayant de comprendre pourquoi il y a un mode up et comment ça marche. Donc, ici, il y a votre collègue, il dit d'optimiser la géométrie. C'est quoi optimiser une géométrie? C'est avoir des bons angles de liaison et des bonnes distances de liaison pour que ce soit stable. Alors, quel est, dans le diagramme de Jablonski, les mots-clés qui veut dire une bonne géométrie pour que ce soit stable? Des bonnes liaisons, des bonnes angles pour que ce soit stable. Comment on appelle ça? C'est l'état fondamental des plus basses énergies. C'est l'état fondamental. Donc là, l'idée, justement, c'est avant de partir sur les états excités, c'est d'être capable d'avoir une représentation correcte de l'état fondamental. Ce qui veut dire que donc l'état fondamental,
il dépend d'une position en 3D des atomes. Et qu'il faut qu'on lui laisse une certaine liberté et qu'il arrive à faire ça. Donc, je vais regarder. Moi, j'ai demandé la méthylamine. Donc, hop, tant que ça s'ouvre. Alors, Molden, vous avez peut-être utilisé GaussView. Molden, c'est encore plus vieux. L'avantage, c'est que c'est plus rapide que GaussView. Ça ne permet que de... on va regarder la géométrie. C'était déjà vieux quand moi j'ai commencé à être en stage. Mais ça marche plutôt pas mal. Donc là, ici, voici les points en 3D au début. Puis, si je demande l'énergie en fonction des points, en fait, il a fait plusieurs points avec plusieurs géométries. Donc, en fait, on peut les passer en revue. Je peux reprendre le même et on fait une petite movie. Et en fait, on voit effectivement, donc ce sera peut-être, allez, en ball and stick, ça va mieux se voir. Le premier point, il est comme ça. Ça, c'est le démarrage, c'est ce que je lui ai donné. Puis, je l'ai laissé libre et il a adapté certaines positions. Qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs, notamment? mis en position décalée. D'après vous, où est-ce que ça a changé le plus? Il a modifié la rotation des hydrogènes, non? De, L'orientation des hydrogènes? de quels hydrogènes? C'est de la mine? Ouais. Donc si on regarde, en fait, le démarrage, les coordonnées de démarrage montraient une amine qui était plane, presque. C'est-à-dire que là, grosso modo, c'était plutôt une amine type conjuguée sp2. Et en fait, en termes d'énergie, ça lui est plus intéressant d'éloigner le doublet et de le remettre qui pointe vers rien du tout, loin de tout. Donc, le profil énergétique, d'accord, ces changements en énergie, c'est un type de calcul. Et ça s'appelle l'optimisation géométrique. Généralement, donc, il s'obtient avec la keyword OPT pour optimisation géométrique. Autant faire simple. D'accord? Si donc Axel a parlé de groupe ponctuel. Là, il y a quoi comme groupe ponctuel? C'est-à-dire que, ou comme élément de symétrie. Parce que choper le groupe ponctuel, je ne sais pas votre culture, mais... On a un miroir. On a un miroir entre les deux atomes d'hydrogène et... Enfin, ouais, comme ça. Ok. Par contre, ce qui était possible, c'était, si je regarde le démarrage, là, en fait, j'aurais presque pu imaginer un autre élément de symétrie. C'est-à-dire que si j'alignais l'hydrogène qui est là, si je l'avais aligné le long du plan, ici, on aurait pu imaginer un plan de symétrie comme ça. Ça veut dire que dans ce cas-là, on aurait eu peut-être... on n'aurait pas pu faire deux plans de symétrie, mais on aurait pu avoir un plan de symétrie comme ça, et il est possible que Gaussian, ayant détecté un plan de symétrie, soit dans le groupe ponctuel CS, et il reste dans le groupe ponctuel CS. Et dans ce cas-là, il n'aurait pas pyramidalisé la mine. C'est-à-dire que par défaut, Gaussian peut rester bloqué sur un élément de symétrie, qui fait qu'il va essayer de chercher le minimum en énergie, mais sous contrainte. On reviendra après pourquoi. Ok. Donc là, j'ai mon état fondamental. C'est-à-dire que dans mon diagramme de Jablonski, j'ai mon niveau d'énergie en bas. Qu'est-ce que j'ai d'autre en faisant ça aussi? Quand je fais moi le calcul de l'OPT, est-ce que je peux retirer d'autres informations en plus de l'énergie et de la géométrie? Vibration des liaisons. Les vibrations de liaison, on les a pas.
Là, tel quel, si tu mets juste OPT, tu n'as pas les vibrations de liaison. Qu'est-ce que vous avez mis par exemple comme keyword, comme mot-clé, pour avoir les vibrations? Frec. Frec. Dans Ghost View, c'est automatiquement OPT plus Frec, si je me souviens bien. Alors, c'est possible. Moi, j'ai tendance à les séparer, mais en tout cas, dans l'idée, il y a bien deux keywords différentes. Donc, ça vaut bien le coup de se dire, tiens, moi, avec optimiser la géométrie, j'ai la géométrie, j'ai l'énergie totale. Si je veux les vibrations de liaison, il ne faut pas que j'oublie de mettre frec avec. D'accord? Donc là, ici, optimiser, c'est pas un point d'interrogation. Vibration des liaisons, ok. Donc là, c'est frec. Donc là, ici, je vais les lancer. Mais on va faire ça après, on va lancer le frec. Mais là, quand même, il y a d'autres informations que vous avez accès à d'autres informations en faisant l'OPT. Qu'est-ce que vous avez d'autre sur l'état fondamental quand vous avez calculé l'OPT? Mais les énergies des orbitales frontières. Vous allez les avoir si la homo la lumo, non? Mais c'est bizarre d'avoir la LUMO pour l'état fondamental, non? On n'a pas l'énergie interne de notre molécule. C'est-à-dire Bah, le delta RG. Enfin, Ouais, delta V. le U et G. non. Alors ça c'est bien. Donc là, donc on est parti sur deux directions différentes. Je fais une petite parenthèse pour la partie énergie interne, sinon je risque d'oublier. Donc là ici, quand tu fais les frecs, tu obtiens aussi en fait le calcul à... Alors on va plutôt faire ça comme ça, puisque c'est OPT égale optimiser la géométrie. Hop, frec égale vibration des liaisons plus calcul de l'énergie à T. Alors si tu veux, souvent on fait room temperature, donc en gros tu vas calculer à la température ambiante, mais tu peux potentiellement définir n'importe quelle température, et dans ce cas-là ça te donne la thermochimie, c'est-à-dire les énergies avec l'impact de la température. Donc en fait tu passes de U à H, puis il a calculé l'entropie et tu passes donc de delta U, enfin de U à G. Donc pour avoir, quand tu veux par exemple faire un vrai chemin réactionnel et que tu veux calculer, et qu'en plus il y a des changements de liaison, normalement quand tu vas regarder la réactivité ou les énergies, comparer par exemple les réactifs par rapport aux produits en termes d'énergie, tu devrais utiliser l'énergie de Gibbs, et dans ce cas-là, en fait, il te faut calculer les fréquences, calculer la thermochimie, surtout s'il y a des changements dans le nombre de liaisons, etc. Et donc effectivement, pour ça, il faut faire les frecs en plus de l'OPT. Maintenant, pour répondre à la partie homo-lumo, une remarque assez intéressante qui revient de temps en temps en disant « Mais comment ça se fait qu'on a la LUMO alors qu'il n'y a pas d'électrons ?» Et ce qui est marrant, c'est que aussi votre camarade me dit on a les orbitales frontalières. Là, clairement, c'est qui a fait mon cours l'année dernière où on a regardé de l'utilisation des orbitales frontalières dans la réactivité, et ce sont les orbitales les plus importantes. Néanmoins, dans le calcul, en fait, il a toutes les orbitales. C'est-à-dire que quand il va calculer ici l'énergie, quand on voit ici l'énergie globale, c'est l'énergie des répulsions entre les noyaux, des interactions entre électrons et noyaux, et des interactions entre électrons et électrons. Et pour ça, il résout l'équation de Schrödinger. Et il le résout à telle géométrie, telle géométrie, telle géométrie, telle géométrie, telle géométrie, et en fait, il le fait à chaque fois. C'est-à-dire qu'il va optimiser
l'énergie et surtout la distribution électronique. Donc en fait, la fonction d'onde, il l'optimise pour chaque énergie, pour chaque géométrie, pardon. Puis il va déplacer la géométrie pour essayer de faire encore mieux. Donc là ici, c'est hop, pour que ça soit stable, égale suite de changements de modification de géométrie pour minimiser E. Après, on va faire un petit diagramme et vous allez comprendre. Donc ici, hop là, quand je fais l'OPT, je vais répéter, je vais minimiser l'énergie à une géométrie donnée. Je vais après déplacer mes atomes pour qu'on minimise l'énergie totale. Et on recommence jusqu'à trouver un puits. Alors, on va d'ailleurs, hop, dupliquer. On va faire la même chose. Alors, hop. On va considérer... Pourquoi il m'est passé mon stylet? Voilà. Alors je vais les faire à la... Je vais essayer. Donc j'ai installé... Je me suis acheté un stylet. Mais honnêtement... on va voir. Alors, on va considérer un système... Ouais, super, on n'est pas gagné. La barrière, elle est pas terrible. Non, c'est quand même moche. Essayer de la refaire bien la deuxième fois. Et maintenant, hop. C'est pas mal. Bien, nous avons ici, en fait, l'énergie potentielle. C'est-à-dire que on a le texte E en fonction d'une coordonnée. Donc là ici en fait on va imaginer qu'il y a deux géométries stables. Ok. La plus stable c'est celle-ci, mais celle-ci honnêtement c'est un minimum global. On va considérer qu'il y a deux minimums, d'accord, dans toutes les directions, sauf que celui-ci est moins stable que celui-ci. Bien. Imaginons que ton point de départ, c'est une géométrie qui est plutôt vers là. Alors, hop, insertion, format, non, révision, stylet. On va prendre quoi comme couleur? Démarrage en vert. Et on va dire qu'on est là. Pardon. Insertion, zone de texte. Ouais, on va faire ça. Donc, j'ai mis le point initial ici. Pourquoi il n'est pas sur la courbe? Là, c'est pas une géométrie stable. Alors, déjà, la géométrie, en fait, c'est l'axe en X. Donc, effectivement, c'est ni ce point X là, ni ce point X là. Mais pourquoi en Y, je ne suis pas non plus sur la courbe? Donc, je vais vous montrer. Hop là. On va virer Molden. Vim. Je vais regarder l'input au départ. Ce qui serait pas mal, c'est... Est-ce que j'arrive à zoomer un peu?
Vous arrivez à lire? Oui. Donc ici, moi, j'ai utilisé une fonctionnelle, la PBE1 PBE, donc c'est l'équivalent d'une B3lib. Je lui ai dit comme keyword OPT, je lui ai donné des fonctions de base, des keywords qui ne servent, enfin, c'est pas qu'ils servent à rien, mais ça lui dit fais un maximum de calculs dans la mémoire vive, écrit les résultats sous un certain format, calcule les charges de Mulliken et des charges plus évoluées, on va dire. Hirschfeld. D'accord? Utilise 4 processeurs, utilise 2 Go de mémoire vive. Puis, je lui ai indiqué 0, 1, et je lui ai indiqué C, X, Y, Z, N, X, Y, Z, H, X, Y, Z, etc. Et après, je lui dis, vas-y Coco, c'est parti. Donc là, ça, c'est mon point initial. Pourquoi il est en haut en énergie? Il est pas du tout optimisé. Il n'est pas optimisé dans quel sens? Parce que Comme ça a été choisi de manière pas forcément arbitraire, mais l'énergie est pas du tout optimisée nulle part en fait, si j'ai bien compris. Alors, oui, en fait, le problème, là, ce qui m'embête juste dans ta réponse, c'est le mot optimisé. Et ce qui se passe, c'est que même si jamais je lui donne pile cette géométrie-là, je ne suis pas là dans mon point initial, je serai en haut. Puisque je ne lui donne pas les orbitales frontalières optimisées. Là, je lui dis, il y a juste tels atomes. Et il va commencer comment? Eh bien, il va placer les électrons dans leurs orbitales de valence. Il va faire un premier mélange de combinaisons linéaires, mais un truc qui n'est pas du tout optimisé tel que tu dis. Mais le problème, c'est que comme on est dans un calcul d'optimisation de géométrique, ça prête à confusion, mais qui n'est pas du tout la meilleure solution. Il va falloir commencer par descendre en énergie en améliorant ta fonction d'onde. Donc là, ici, on va commencer par faire un processus qui va, sans changer la géométrie, essayer de descendre le plus bas possible. Hop. Forme la forme. Comment s'appelle ce processus? Normalement, vous l'avez vu en cours. Ah, je parle du cours avec Denis Jacquemin. Oh, ça vous reste sans voix. Ou alors vous êtes en train d'ouvrir le cours? C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps? Ah. Ouais, c'est vrai, il y a au moins 10 ans. Non, mais ok. Donc, comment ça marche? Comment on fait une bonne fonction d'onde? Comment l'ordinateur, il arrive à trouver une bonne fonction d'onde? Il fait pas la combinaison de plusieurs gaussiennes? Alors, là, on rentre dans un détail pratique, mais intéressant. Les orbitales atomiques, ce sont des fonctions dites de Slater, ce sont des fonctions très complexes, et surtout, même dans le calcul atomique, les atomes, ils sont tout seuls dans l'espace. Là, ils sont dans un environnement chimique, c'est-à-dire que ton amine, c'est pas une amine primaire. Ton azote, il va ressentir un carbone. Le carbone, lui, clair, il ressent un atome électronégatif. Donc, ces orbitales vont être modifiées. Donc, il faut que tu lui donnes des orbitales, ou plutôt des fonctions mathématiques simples, ce qu'on appelle des fonctions de base. Et plus tu en mets, plus tu lui laisses la possibilité de faire une combinaison linéaire qui sera de mieux en mieux. Et comment il fait justement une combinaison linéaire? Il la trouve pas du premier coup.
il la trouve en plusieurs étapes. Il calcule plusieurs Hamiltoniens. Alors, donc là ici, l'hamiltonien, hein, on est sur h psi est égal à e psi. Le h, l'hamiltonien, il en a en fait qu'un seul entre guillemets. C'est un hamiltonien approché et c'est ce qu'on appelle la fonctionnelle. C'est-à-dire que dans ton hamiltonien, donc là, où est-ce qu'on va mettre ça? Hop là. Ça va être ici. On va laisser un peu de place. Par contre, si là je fais du h psi, alors hop. Non, on va faire ça. Schrödinger égale hamiltonien approché, enfin en pratique. C'est écrit un peu gros là quand même. Hein. 24. Hamiltonien approché. Hop. Donc l'hamiltonien approché, en fait il y a plusieurs méthodes. Hartree-Fock, des méthodes plus réfléchies qu'Hartree-Fock, c'est du post-Hartree-Fock, ou alors des méthodes qu'on dit DFT. Et là en fonction de ta DFT, tu vas écrire ton hamiltonien en fonction de ta fonctionnelle. Donc ici, quand vous avez une fonctionnelle, donc je sais laquelle vous avez utilisée en TP pour l'instant. B3-Lip. B3-Lip, ok. Donc il y en a plein d'autres. Et justement, c'est une réécriture différente de l'hamiltonien. Par contre, une fois que tu l'as choisi, c'est l'hamiltonien que tu vas utiliser. Donc, c'est pas ça que tu changes. C'est-à-dire que tu te bases sur une méthode mathématique approchée, ta fonctionnelle, puis tu choisis un jeu de fonctions de base. Qu'est-ce que vous avez pris, vous? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme jeu de fonctions de base pour le TP? On a pris 631G, DP, 6-31G DP. DP. Et on a mis un plus aussi. Et il est où le plus? Entre le G et le DP, non? Presque. Si. Non, juste avant. C'est juste Ah, avant Juste le avant G. ouais. Ouais. Non. Mais honnêtement, c'est juste une convention d'écriture. Hein, c'est-à-dire que la fonction mathématique dans la liste, d'ailleurs, en fait, c'est à la fin, elle est diffuse. Mais donc, qu'est-ce que c'est le D? Qu'est-ce que c'est le P? Et qu'est-ce que c'est le 6? Qu'est-ce que c'est le 3? Qu'est-ce que c'est le 1? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ouais. 6, c'est le nombre de fonctions gaussiennes pour les orbites, enfin pour les électrons de cœur. Oui, Enfin, c'est une gaussienne avec 6 contractions pour les électrons de cœur. tout à fait. Donc, alors, je ne sais pas si on vous l'a déjà montré. Hop, si je fais ça, GTO, je crois qu'il y a une image. Ah oui, mais non, c'était pas ça. Hop. Et... Hop. Image. Et moi je veux... Voilà, par exemple. Ça c'est pas mal. Ça c'est le truc un peu classique. Moi je voulais... D'accord, GTO 2, 3. STO 3G. Ok. Alors, on va essayer de faire un truc droit d'usage. Boum, il n'y a plus rien. Bon. Donc je vais vous les afficher. On va peut-être pas les mettre dans le... Oula. Ouais, c'est carrément tout le cours. Hop là. Ouais, bon, l'image elle est... Donc grosso modo, ici ce que l'on voit là, il faut que je me les calcule à moi.
Une fonction Slater, là, elle est ici. La fonction Slater, elle met du temps avant de tomber à 0. Les vrais orbitales atomiques ont une contraction, enfin, ils ont une existence spatiale plus large qu'une gaussienne. Donc si tu regardes une gaussienne avec une Slater, si tu veux qu'elle ait la même intensité en haut, eh ben dans ce cas-là, elle tombe beaucoup plus vite à 0. Par contre, tu peux utiliser des gaussiennes qui sont beaucoup plus larges, puisque en fait, souvent, ce que tu définis, c'est la largeur à mi-hauteur. Donc si tu la centres ici, mais tu la commences avec une largeur à mi-hauteur 13, tu peux avoir quelque chose qui est comme ça, là, ici, une GTO, qui monte pas autant en amplitude, mais qui permet d'aller aussi loin qu'une STO. D'où, pour avoir une orbitale atomique à peu près correcte, tu es obligé de faire une combinaison linéaire de plusieurs gaussiennes. Des gaussiennes qui sont à forte amplitude, mais très resserrées, mélangées avec des gaussiennes plus ou moins faible amplitude et large. Donc ici, c'est la même image. D'où on va utiliser des combinaisons linéaires de fonctions gaussiennes, surtout qu'en plus le produit de deux gaussiennes c'est une gaussienne, et donc en termes d'intégration, quand tu vas fabriquer tes intégrales numériques, eh ben, c'est plus facile. Là, tu as les électrons de cœur, on fait une seule gaussienne, on fait 6 gaussiennes et on fait une seule orbitale atomique qui correspond. Puis là ici, plutôt que d'utiliser 4 gaussiennes, on va utiliser 3 gaussiennes qui fabriquent une STO, et on va fabriquer une autre gaussienne qui va pouvoir se mélanger mais qui a plus de liberté, et qui va pouvoir ainsi commencer à représenter la déformation de tes orbitales de valence à cause de ton environnement chimique. Ici, quand tu as 3,1, on dit qu'il y a deux types d'orbitales de valence. Donc en fait, c'est des doubles zeta. Quand on met 3,1,1, c'est une triple zeta, c'est-à-dire que chaque orbitale, la 2s et la 2p de l'azote, de chacune des 2p, est en fait dédoublée ou triplée. Alors tu vas pas mettre 3 fonctions gaussiennes sur chacune parce que sinon après le nombre va très vite s'envoler et ça coûte très cher. Qu'est-ce que c'est que la D et qu'est-ce que c'est la P là dans cette fonctionnelle, dans cette jeu de fonctions de base? D, c'est une fonction de diffusion pour les atomes qui sont pas d'hydrogène. Perdu. C'est une C'est fonction de la polarisabilité. Ouais, polarisation. Voilà. Donc D, c'est de la fonction de polarisation. Et en fait, pour polariser une orbitale, donc quand on a si on a une orbitale 2s, et si on a un atome à côté qui va attirer à lui une partie de la densité électronique, ça veut dire que ta sphère, elle doit casser sa symétrie sphérique puisqu'elle va être déformée. Tu ne peux pas le faire en rajoutant une autre sphère. C'est-à-dire que ta sphère, si tu veux la polariser, tu vas prendre une orbitale P, et l'orbitale P, comme elle est dirigée dans une direction donnée, ça va pouvoir, tu vas comme ça dissymétriser la gauche de la droite. C'est pas une vraie orbitale P que tu fais, que tu peuples, c'est juste une orbitale P qui te sert à polariser tes vraies orbitales occupées, on va dire. D'où, pour les carbones, azote, toi tu veux polariser les orbitales P, parce que c'est plutôt celles-ci qui se retrouvent dans la partie de valence et qui sont les plus déformées, donc tu es obligé de rajouter des orbitales D. Et pour l'hydrogène, qui n'a pas d'orbitale P, il a une orbitale S, bah lui tu lui rajoutes une orbitale P. D'accord? Un jeu de fonctions d'orbitale P. Donc ça c'est de la polarisation. L'idée c'est de déformer ton orbital pour permettre d'imaginer donc effectivement qu'il se polarise. Voilà. Et le plus, c'est lui la fonction diffuse. Et il sert, c'est une fonction avec une gaussienne qui a une très faible amplitude, mais par contre qui tombe qui met très longtemps à tomber à 0, et ça te permet d'envoyer ton électron plus loin qu'avant. Et le problème, c'est que ça a un coût non négligeable.
Ça veut dire que si tu mets des fonctions diffuses à tous les atomes, les électrons de tous les atomes se ressentent plus qu'avant. Et il y a beaucoup plus d'intégrales, d'interactions. Parce que si tu imagines par exemple là, tu as ton CH3, l'hydrogène du CH3, il sent pas du tout l'azote. Mais si tu lui donnes des fonctions diffuses, ultra diffuses, et ben en fait, numériquement, tu vas te retrouver à calculer des intégrales de recouvrement entre des hydrogènes, enfin des atomes qui ne sont pas voisins, etc. Ça, c'est très intéressant quand tu veux faire du déplacement électronique, quand tu as un anion, etc. Par contre, ça a un prix non négligeable. Donc là, pourquoi vous avez mis de la diffuse? Quel est votre projet? Parce qu'on a calculé avec la pyridine chargée, du coup. Chargé anionique ou cationique? Ah, c'était un Protoné. Ah, protoné, ouais. ok. C'est pas tout à fait la même chose. Alors par exemple, normalement on dit que les diffuses, c'est obligatoire quand tu fais un anion. Comme l'anion, il occupe une orbitale qui est souvent haute en énergie et qui prend plus de place et qui a plus de répulsion qu'avant, il faut que tu donnes plus d'espace à tous les électrons pour qu'ils puissent s'écarter un peu plus que d'habitude. Donc généralement quand on traite avec des anions, on dit que les diffuses c'est nécessaire, mandatory. 2, quand tu as des déplacements électroniques, des transferts de charge, etc., et tu mets des diffuses. Et 3, quand tu fais des interactions où tu vas devoir comparer par exemple des espèces qui sont apportées mais pas en interaction et puis tu les rajoutes et tu crées une interaction, ou alors quand il y a une interaction faible, en règle générale on conseille fortement des diffuses. Bien. Donc là, quand on a fait ça, en fait on fait ce qu'on appelle un single point. C'est-à-dire que si tu ne mets pas la keyword OPT, il ne se donne pas le droit d'optimiser la géométrie et il va considérer que tu veux l'énergie à la géométrie que tu lui as donnée. Ce qui est d'ailleurs de temps en temps ce que tu veux. Pour certaines raisons X ou Y, tu n'as pas tout le temps envie d'optimiser la géométrie. Donc ce qu'il va faire, c'est que tu lui donnes la géométrie, il va rester sur cette géométrie-là, et il va juste améliorer l'énergie en minimisant l'énergie en fonction de la combinaison linéaire de la répartition électronique. Donc en fait, en gros, il va améliorer la fonction d'onde, et à la fin, il a la fonction d'onde avec les énergies. Et il a d'ailleurs toutes les orbitales. Il a les orbitales occupées comme les orbitales vides. C'est-à-dire qu'il sait qu'à cette énergie-là, à cette géométrie-là, le premier niveau vide, il a telle combinaison linéaire, le deuxième telle combinaison, et ainsi de suite. C'était pour ceux qui ont fait du UCAL, quand tu calcules en fait ton déterminant séculaire, tu as 5 orbitales. Si tu as 5 atomes, tu as 5 orbitales, et en fonction du nombre d'électrons, tu en as des occupés et tu en as des vides. Donc en fait, c'est en fonction de ce que tu mets toi comme jeu de fonctions de base que tu vas avoir un certain nombre de fonctions vides. À partir de là, tu es arrivé ici. Comment il fait pour choisir dans quelle direction il doit changer la géométrie? On peut pas utiliser les formes limites de la molécule. C'est-à-dire? Je compare avec, par exemple, avec l'orga, mais on peut dessiner, par exemple, plusieurs formes limites pour une molécule et on prend celle qui est la plus stable. Alors, Donc, par exemple, on peut ouais. charger, on peut, je sais pas, prendre d'un côté ou de l'autre côté, etc. Ou Ok. faire des transferts de charge, etc. Alors, imagine tu es en train de
de calculer l'éthène. Donc là ici, non pas l'éthène, l'éthane. Donc tu as ça. Il y a des CH3 et en fait en déplaçant les hydrogènes, tu peux avoir la forme étoilée, la forme éclipsée, qui n'auront pas exactement la même énergie. Et en fait, chaque point aura une énergie donnée. Comment il fait pour choisir ? Là, par exemple, dans notre cas à nous, la méthylamine, sur quelle forme limite il devrait se baser pour choisir ? Je pensais à NH3+, c'est CH2-, avec un doublé et un cation. Et un anion, pardon. Ouais, mais là, tu sais très bien que Enfin, cette forme limite, elle est très haute en énergie. Bah oui. Donc tu veux t'en Donc, elle éloigner ? sera pas stable. Oui. Bah oui. Mais Du coup, sur notre graphique, ça correspondrait aux extrémités, pas au creux. oui, mais le Par truc, exemple, c'est sur que... le graphique. Oui, mais en gros, tu veux pas aller là. Tu sais ça, mais comment tu vas dans cette direction-là ? C'est-à-dire, là, en fait, la machine, il faut que tu lui dises déplace tel atome de temps en X, Y et Z, déplace tel atome de temps en X, Y et Z, et recommence le calcul. Comment il fait pour choisir ? Alors, la réponse, en fait, elle est sur le dessin. C'est juste qu'il ne faut pas penser en chimiste. Les programmes, en fait, la réponse de Noé, elle est très chimiste, mais tu peux pas donner la connaissance chimiste de chimie à un programme. C'est d'ailleurs dangereux. Si tu insuffles trop de connaissances métiers, il ne donnera que la réponse que tu attends. Donc en gros, il sert à rien. Et deux, ta connaissance métier, des fois, elle n'est pas bonne parce que tu es dans un cas où justement la chimie quantique te dirait que c'est plus complexe que ça. Notamment sur les systèmes un peu où tu as de la tautomérie. Et des fois, la vraie réponse, elle est intermédiaire entre des formes limites. Donc tu veux pas non plus travailler que comme ça. Surtout, effectivement, Gaussian, lui, il essaye d'avoir un minimum de connaissances métiers. Et ce sont les maths qui vont l'amener à la bonne direction. Donc là, mathématiquement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais c'est pas... ce sont des maths, mais là c'est des maths simples, c'est des maths avec les mains. Hein. On va pas rentrer dans le détail. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller dans la bonne direction ? Alors pour ceux qui n'osent pas parler, le chat est possible. Hein. Si vous avez choisi vous pouvez cliquer sur le M de chat et vous pouvez écrire. Hein, pour ceux qui n'ont pas un micro qui marche bien, n'ont pas envie d'être entendus, faut pas hésiter. Soit créer une fonction, soit calculer pour tous les points possibles, ce qui n'est possible qu'avec un ordinateur. Oui. Cette approche-là, c'est-à-dire de calculer plein de points possibles, on en reparlera après tout à l'heure, mais comme tu l'as dit, c'est un coût très prohibitif. Alors, juste au passage, regardez, je vous montre un log gaussien. Alors, ne jamais imprimer un log gaussien, ça prend, même pour l'éthylamine, juste pour rire, j'ai combien ? J'ai j'ai presque 21 000 lignes, d'accord ? Donc bon, il y a beaucoup de blabla.
Ça, c'est la licence, la citation. Il remet les keywords que vous avez donnés à l'intérieur. Il est en train de lire la géométrie. Donc là, il y a la géométrie. Il est en train de convertir les atomes en Z, etc. Il en déduit plusieurs propriétés. Il vérifie les distances initiales, les angles et tout ça. Et il vérifie comme ça, d'ailleurs, au passage, que si là, par exemple, ça crache au link 103, c'est que vous avez, par exemple, 2 atomes qui sont beaucoup trop près. Et il dit, ben non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Puis, donc, il calcule une orientation. Et là, il vérifie, d'ailleurs, au passage, s'il y a des éléments de symétrie. Donc il va commencer à dire ben, mon groupe de symétrie de travail, ici c'est C1, c'est-à-dire pas de symétrie. Puis il va lire, donc là on est sur le link 202, en fait Gaussian ce sont des L 101.exe, L201, et c'est un process qui va en gros il va faire 101, 102, 103, 201, 202, 203, 301, 302, 303, et ainsi de suite, presque jusqu'à 9999. Enfin, il n'y en a pas vraiment 9000, mais la numérotation, en fait, indique les étapes. La 300 et quelques, c'est la lecture des fonctions de base. Donc là, en fait, il lit les gaussiennes, avec l'amplitude et le taux d'atténuation. Donc en gros, c'est le coefficient et l'exposant. Il a lu, donc là, il y a tous les éléments de symétrie. Il a dit, ok, ça marche. J'ai 138 fonctions de base. Ça me fait en fait 189 gaussiennes primitives, puisqu'il y a 3 fonctions gaussiennes pour certaines fonctions et 6 pour d'autres. Et ça correspond à 153 fonctions cartésiennes. Il y a 9 électrons alpha, 9 électrons bêta. Donc là, on est sur un système couche fermée. À partir de là, il va calculer la répulsion nucléaire, avec cette géométrie-là. Et il va calculer les intégrales, à 2 électrons, à 1 électron. Puis ici, il va commencer un système où il va commencer à calculer l'énergie, la minimiser, puis recommencer, recommencer, recommencer. C'est-à-dire qu'il va faire une combinaison linéaire, il va essayer d'améliorer sa combinaison linéaire jusqu'à ce qu'il ne puisse plus l'améliorer. Ça s'appelle en anglais le self-consistent field. Ou SCF. C'est une méthode itérative. Et grosso modo, il améliore jusqu'à ce qu'il puisse le faire. Au bout d'un moment, il va tomber sur une combinaison linéaire où toutes les modifications ne feront que augmenter l'énergie, donc il est en bas. En pratique, ce n'est pas l'énergie réelle, puisque nous avons des fonctions approchées. Donc là, il a l'énergie à telle géométrie, donc on va arriver jusqu'à cette étape-là. Alors si jamais au passage il atteint 129 cycles SCF, donc vous l'avez ici par exemple quand vous regardez, quand vous faites une recherche du SCF done. Je vais vous montrer un exemple là justement avec des M2. SCF done est ici AU after 129 cycles. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à converger en 129 cycles la fonction d'onde. Il y a un problème quelque part. Souvent, c'est que vous avez oublié 2 hydrogènes ou un atome ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui chimiquement fait que c'était pas possible à trouver. Quand il a fait ça, au passage là, il nous met les orbitales, les coefficients. Donc là, il y a un peu de blabla, même beaucoup de blabla. Je passe. Donc là, c'est les coefficients. Il y a les coefficients pour toutes les orbitales atomiques, pour tous les atomes, et pour toutes les orbitales moléculaires. D'où, pour un système qui est un peu gros, ça peut prendre de la place. Mais c'est nécessaire si tu veux après dessiner tes orbitales. C'est-à-dire quand tu veux dessiner tes orbitales, tu dois absolument avoir ce genre d'informations. Alors, je voulais passer vite fait. Comprenez le peu d'intérêt d'imprimer un log gaussien. Hein. Voilà. Puis après, il fait les charges.
Il va regarder la taille de la population, les électrons, où est-ce qu'ils sont, quels sont les atomes qui sont plutôt électropositifs et électronégatifs dans cette idée, les quadrupôles, les dipôles, etc. Tout ce que tu lui as demandé, les énergies en fait cinétiques, c'est-à-dire en gros à quel point les électrons sont bloqués dans des endroits ou pas. Puis il va commencer à dire ok, voilà, donc là ici j'ai cette géométrie là, moi je voudrais essayer de faire quelque chose de mieux. Et regardez ce qu'il est en train de proposer. Il va dire ah, en fonction de un déplacement selon x, c'est-à-dire que là j'ai une position en x, en fonction d'un déplacement selon x, je peux avoir un changement. C'est-à-dire qu'ici, sur cette distance-là, si je me déplace un petit peu, ça aura un impact de 0,01 en énergie. Et d'ailleurs, on voit que là, le paramètre le plus important, c'est l'angle A9. Donc là, il remonte, lui, il sait à quoi ça correspond cet angle-là, mais en fait, il est en train de tester. Donc on se rapproche un peu de ce que disait Romain, hein. C'est qu'en réalité, il va sonder dans quelle direction il va pouvoir gagner en énergie. Et moi, ce que j'attendais comme réponse, d'un point de vue mathématique mais simpliste, c'est en fait il va suivre la pente. Là, il arrive ici et il doit sonder la pente, dans quelle direction l'énergie elle diminue, c'est-à-dire en gros de regarder des petites modifications de géométrie et dire ah bah tiens, si je déplace cet atome, ça a un impact important. A priori, je vais suivre cette direction-là, c'est celle qui devrait me minimiser le plus la pente, l'énergie. Donc ici, là, ce qu'il faut faire ici, là, c'est de regarder la pente de l'énergie en fonction de la géométrie, et il va aller dans cette direction-là. Donc il va proposer, donc là, a priori, il y a 6 géométries, on va essayer de faire un truc comme ça. Hop. Donc là par contre, il ne change pas l'énergie. Pour l'instant, il fait un déplacement électronique, un déplacement de la géométrie, puis il refait un cycle SCF, puis il ressonde la pente, puis il ressonde la pente, voilà, probablement faire un truc comme ça. Sinon ça va faire des flèches qui sont toutes petites. Voilà. Donc là ici, il va faire la série en fait de ah, je sonde la pente, je change la géométrie dans cette direction, j'optimise ma fonction d'onde, enfin je minimise mon énergie, ma fonction d'onde est améliorée, j'en suis à telle énergie là, pour telle géométrie, je regarde la dérivée, donc la pente c'est la dérivée en fait, donc il dérive l'énergie en fonction de tes coordonnées, et il recommence jusqu'à arriver dans un puits où là, dans toutes les directions, ça va ne faire que remonter. Donc l'ensemble de tout ça, c'est l'OPT. Donc quelque part, l'optimisation, c'est une série de single points. À chaque fois, on fait bien un single point, mais dans le but de minimiser l'énergie totale, avec cette fois-ci la possibilité de changer la géométrie à chaque pas. Vous pouvez regarder, à ce moment-là, en fait, il va regarder, il va dire, tiens, les forces d'interaction entre les atomes, actuellement, j'ai telle valeur de force, et je pense que je peux faire meilleur, et il doit arriver sous des valeurs seuil,
et il va te dire, bah tiens, en déplaçant là, à ce moment-là, et puis au bout d'un moment, il va dire, bah, aucun déplacement n'entraîne de changement en énergie, et toutes les interactions entre noyaux sont compensées avec des électrons noyaux, etc. Si vous voulez vérifier, vous pouvez faire un grep down de votre log, et vous avez une ligne SCF down, c'est la fin du cycle SCF, pour chaque géométrie. Donc vous voyez ici, là, pour la méthylamine, on a quand même fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 étapes de géométrie. Et on voit bien que l'énergie totale diminue à chaque fois. Est-ce que quelqu'un voit une limite quand même à ce procédé par rapport à ce qu'on a dessiné? Ben, On oui, va parce- pas au minimal de la courbe. Ouais. Donc Donc dans là, un minimum, mais pas encore le plus bas, quoi. On peut Tout- plus remonter, du coup. tout à fait. Le point initial. Donc là, on va se faire un petit texte là. Hop, et on va l'écrire en rouge. Rouge. Attention. Processus qui cherche la pente la plus rapide. Alors au passage, en fait ça s'appelle un Newton-Raphson, c'est-à-dire en gros il cherche la pente la plus raide et il fonce dedans. Attention au point initial qui conduit souvent au minimum le plus proche. Alors bien sûr, ça va dépendre en fait de la barrière de passage entre les deux. Si la barrière est petite, à la limite, il pourra passer parce qu'il peut sentir qu'il y a un gain d'énergie. Mais honnêtement, il est facile de rester dans un minimum local. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas dans le vrai minimum global, tu es juste dans un minimum local. Et l'ordinateur, lui, ne sait pas que tu veux absolument le minimum global. Parce que peut-être que tu veux ce minimum local pour pouvoir comparer l'énergie. Donc lui, en fait, il ne fait que ce qu'on lui demande, c'est-à-dire d'optimiser la géométrie pour trouver le minimum local le plus proche. Monsieur, Ouais. comment on sait qu'on est au minimum local et pas au minimum global au final? Comment on fait pour changer notre point initial? C'est nous Alors, qui modifions nos conditions initiales oui. ou l'ordinateur il peut le faire tout seul? Ah non. Enfin, oui et non. Alors, déjà, moi je voudrais poser une question parce qu'en fait tu m'as pris ma future question. Moi je voulais déjà vérifier comment, plus général, comment tu peux savoir si tu es dans un minimum. Est-ce qu'on vous a dit, tiens, pour savoir si on est dans un minimum, il faut faire ça? la dérivée ou la dérivée seconde. Pourquoi? Quand la dérivée seconde est égale à 0, c'était un extrémum. Et donc, je crois que c'est la dérivée seconde où tu peux différencier un minimum d'un maximum. Alors, en fait, c'est lié effectivement à la matrice de Lessien. Le truc, c'est en pratique, comment tu fais ça? Est-ce que parce que souvent c'est pas comme ça qu'on me l'explique et c'est à l'inverse que je dois le montrer, mais comment vous Si, pouvez... Oui, vas-y. si l'énergie se stabilise et qu'elle bouge plus, bah, c'est qu'on arrive dans un minimum. Alors, dans l'idée, normalement, quand tu termines ton OPT, tu es dans un minimum. Mais si tu as bloqué l'élément de symétrie, si par exemple tout à l'heure j'avais mis un plan de symétrie, il n'aurait pas pu pyramidaliser ton amine. Et dans ce cas-là, il serait dans un minimum qui ne serait pas le vrai minimum global. Et en fait, il ne serait même pas dans un minimum dans toutes les directions, puisqu'il a une direction qui serait bloquée. Et normalement, on vous a dit, c'est pour ça qu'on fait telle étape de calcul, pour vérifier si c'est un minimum. Est-ce qu'on vous a parlé de ça?
Non, ça vous parle pas du tout? Donc normalement, en fait, c'est à ça que sert le calcul de fréquence. Quand on fait un calcul de fréquence, le but, c'est de vérifier si c'est un minimum. Plus que de faire de la thermo, dans l'idée, on va rajouter le calcul de fréquence pour pouvoir vérifier si c'est un minimum. Alors, hop, on va calculer. Donc là, j'ai une nouvelle diapo. Je vais pouvoir virer toutes les flèches parce que ça va être galère. Donc, on dit qu'on est là. Donc cette fois-ci, hop, on est obtenu, on est là. Non, c'est pas très lisible. Si, hop, voilà. Ok. Donc là, ici, maintenant, on est là. Et on va calculer en fait les fréquences. Qu'est-ce que ça nous donne les fréquences? Je veux dire là, graphiquement, si je voulais mettre les fréquences, ça nous donne quoi comme information? Comment je dessine moi mes fréquences? Oh la vache. Vous avez tous déserté. Allez, encore 20 minutes. Non. 10 minutes. 1h20, 1h30. C'est quoi? Jusqu'à 17h ou jusqu'à 16h50? Normalement, c'est 50 et on reprend à 17. Après, on a un Ça marche. Ok, aller loin. ça marche. Allez, allez, 10 minutes. On essaye d'avancer. On essaye de comprendre ça et puis après de... Alors, comment je dessine mes fréquences dans un schéma comme ça? Alors, on va remonter là. Je les ai pas faites les fréquences. Eh ben, on va vite les faire. Donc ici, je vais mettre frec, pas OPT. Je vais lui dire que, en fait, je lui ai déjà donné les résultats. Donc, geom égale check. Et guess est égal à read. Donc en fait là je lui dis va chercher la géométrie qui est déjà convergée, va chercher la fonction qui est déjà convergée là-dedans. Donc hop, ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Alors quand je lui dis va chercher, en fait il va chercher dans le binaire qui correspond. Il n'y a pas... C'est parce que... donc je lui copie le binaire dans son binaire à lui. Je crois que j'ai oublié un truc. Ouais. Voilà. Et... Donc là, je lui ai demandé de lancer le calcul dans le calculateur. Normalement, ça devrait être assez rapide. Il a planté. Ah bon? Ou il a déjà fini? Ah ouais, forcément, si je lui ai pas mis le binaire comme il faut, il va pas y arriver.
Bon, normalement, il ne devrait pas être très rapide, pas très lent. Il n'y a que 2 atomes lourds et 5 atomes, donc ça ne fait pas énormément de modes normaux. Donc il doit en fait, pour calculer les fréquences, il va faire la première dérivée de l'énergie en fonction de chaque déplacement atomique. C'est-à-dire qu'en gros, il faut vous imaginer qu'il déplace les atomes un petit peu, et il ressent les interactions entre les noyaux, donc en fait les forces de liaison. Et plus il tire sur les liaisons ou plus il les compresse, et ben ça va avoir un impact sur l'énergie. Donc en gros, il est vraiment en train de déplacer, de jouer un tout petit peu avec les positions de tous les atomes pour vérifier comment cela a un impact sur l'énergie. Et c'est effectivement la dérivée en fonction des positions atomiques de l'énergie. D'où tu le fais une première fois, c'est la pente. Une deuxième fois, ça te permet d'avoir l'accélération. Et c'est fini. Donc là ici, il a terminé. Si je lui demande molden frec.log, je vais voir la géométrie converger, parce que c'est ce que je lui ai demandé de faire. Hein. J'ai calculé la dérivée avec la géométrie convergée. Et justement, je voudrais terminer avec le fait que c'est important de faire ça. Donc ici, là, j'ai bien la géométrie convergée. Je peux voir le spectre infrarouge, c'est-à-dire en gros les modes normaux. Et ici, toutes les fréquences sont positives. Donc ici, vous pouvez voir l'animation qui est en fait le déplacement des atomes qui correspond à la plus petite modification énergétique. D'accord ? Et là, par exemple, après, vous avez les élongations CH, etc. Ok ? Donc, ça marche bien. Les valeurs en centimètres-1 ne sont pas rigoureusement exactes. On a des tendances. Souvent, il y a un facteur à utiliser pour retrouver un spectre expérimental. Mais ici, voilà, on a des choses où d'ailleurs on peut interpréter et comprendre les modes normaux. Comment je dessine ça dans mon graphique, là? Comment je fais là? Comment c'est représenté dans un diagramme de Jablonski? Les vibrations. C'est des barres horizontales, enfin, niveau dans les. Ben oui, c'est tout ce que je voulais. Horizontales dans les niveaux, quoi. Oui. Ah, c'était ça. Ben oui. Hein? Les modes normaux. Mais justement, en fait, le truc, c'est que, en fait, on vous a dressé, entre guillemets, à dessiner des diagrammes de Jablonski, et vous tirez des traits et vous en oubliez, en fait, l'origine et le pourquoi. Donc c'est pour ça, c'est à ça que je sers, en fait, en gros, cette année. C'est, quand vous faites ça, en fait, vous êtes en train de dire, ben voilà, moi, je calcule le mode normal, là, et ici, hop là, je continue. Et en fait, d'ailleurs, il y en a plein. Etc., etc. Des modes normaux, il y en a plein, parce qu'après, tu peux faire des combinaisons de bandes, tu peux faire 2 bandes en même temps, toutes les bandes en même temps, donc en fait, tu vas les remplir jusqu'en haut. Et ça dépendra en fait de la quantité d'énergie disponible par la température, par exemple. Donc ici, ça a un sens. Maintenant, alors je voudrais faire une croix, une étoile. Ça. Oui, en version peut-être un peu plus... Voilà. Tout à l'heure, la première géométrie, c'était là. Donc là, ici, c'était la géométrie initiale. Mais à une énergie... Géométrie de départ. Qu'est-ce qui se passe quand je fais la dérivée de cette géométrie? Physiquement, normalement, ça me donnerait quoi?
Pente. Ça me donnerait un truc qui est pas logique du tout. Ah mince, j'espérais faire les 4 en même temps. Ouais, j'y suis pas encore. Dommage qu'on puisse pas faire la rotation, mais voilà. Ça donnerait ça. En fait, il y a bien des modes normaux, mais comme c'est la dérivée de la pente, normalement on va calculer en fait des fréquences dans un minimum global. D'accord? Maintenant, imaginons que pour une raison ou pour une autre, par symétrie, on a bloqué et on est là. C'est-à-dire que là, ici, on a un état de transition. C'est-à-dire que... Là. Il faut imaginer que l'état de transition, c'est un minimum pour toutes les directions, sauf celle que tu vois là. C'est-à-dire que ta coordonnée, donc là en fait tu as une coordonnée qui passe de ce minimum à ce minimum-là. Alors ça peut être, c'est pas juste une liaison, mais souvent c'est genre par exemple il y a deux distances qui sont un peu concomitantes ou qui travaillent en opposition. Si tu en réduis un, tu augmentes l'autre, etc. Et grosso modo, entre ces deux-là, tu peux expliquer un chemin qui est un minimum de déplacement. Et si tu te mets pile à mi-chemin, ou enfin pile au maximum d'énergie, tu es dans un maximum dans cette direction-là. Par contre, toutes les autres coordonnées sont stables. D'où, quand tu fais par exemple la mine en symétrique, plane, tu vas avoir toutes les CH qui sont et les NH et les CN plutôt pas mal, sauf que la mine, elle va vouloir sortir du plan, justement pour casser le plan. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, elle va nous montrer dans le calcul, il va nous afficher tout en positif, sauf une. Oh, dommage là. Je vais réduire sans changer l'orientation. Ah, pas cool. Et donc en gros, dans les modes normaux d'un état de transition, une fréquence négative. En fait, c'est une fréquence imaginaire, mais là, elle est notée comme négative. Donc, si à un moment vous calculez vos FREC, vous regardez avec GaussView et que la fréquence elle est à moins 150, c'est qu'en réalité vous êtes dans un extrémum sur un point, c'est-à-dire vous êtes dans un état de transition entre deux minimums globaux. Et je vais terminer là avec la réponse qui était, je crois que c'était Nathan qui l'avait posée. Avec les FREC, on sait qu'on est dans un minimum global. Par contre, on n'a aucune assurance que c'est le minimum le plus stable de tous. Et pour ça, eh ben, il faut soit avoir des connaissances en chimie, soit, comme Romain dit, tester plusieurs géométries pour vérifier. On se voit demain pour la suite. Bonne continuation, bon TP.
Merci.